African-based music continues to crisscross the Atlantic in unexpected ways. In 1998, French-Cameroonian sisters Hélène and Célia Fossard, who performed together as Les Nubiennes, released a first CD in Europe and the USA that featured an R&B sound with influences as different as Ella Fitzgerald, the Fugees, and Miriam Makeba. In 2003, a second CD, One Step Forward, pleased critics and fans alike. With dancers in mind, their eclectic style offers a transatlantic tour of African-derived rhythms and sounds. The duo takes time from a recent stateside gig to talk to Canapé. One, two. The legend. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas, je me débat contre ce sort. We're part of a festival called Je Kiffe New York. I Love New York, organized by the Cultural Services of the French Embassy. So we're here to represent Les Nubians music, but also our beautiful language, French, and English. And that was actually the aim of that collective. It was really to bring out both languages and build that bridge in between both cultures. Since we're teenagers, we have that love of literature and poetry and music. And I always wonder, like, how can we put everything together? And we organized a contest around the US on the internet to find in each city we were performing a poet to come with us on stage. You remind me of the queens I fell in love with when I first saw culturally accurate depictions of my historical sheroes. I wish I could build monuments to you and enter cities through the arches of your 30-foot legs. I would chisel your face on the inside of my temple and worship at the altar of your bottom lip. I would leave offerings on the tip of your tongue and bow my head in prayer before you. Excuse me, did I say that? It's a sharing process. It's a mixed adventure with both languages, and that gave birth to a book CD because it was great to be able to put the translation of each poem, either it's an English poem or a French poem. It was great to be able to put it in a book with beautiful artwork so people can follow both languages and learn or rediscover or improve their knowledge of poetry. Oh, vous, j'aimerais vous offrir un mot, que le mot soit perle. À vous les orphelins de parents sidéens, que le mot soit doux comme un câlin, un petit mot humain pour fleurir vos lendemains, que le mot soit perle qui parle comme une caresse. We're sisters, so we're working together now since the last 15 years. Now, growing up and being mothers and everything, we do love and enjoy being together. We do love and enjoy being with our pals and our poetry pals. But the audience has to be ready for a solo project because I believe that we also have, our own identity and world, and that we want to explore that. But before any type of solo project, there will be the third album of Les Nubians releasing next year, and it will be the chance for the audience to see where we're at creatively. Quelle est ma sœur, ton regard triste quand j'y pense, des montagnes de béton, ma prison immense, je respire par procuration, sous perfume. Suis-je l'enfant d'un né de la nation, et tout brille dans
that we enjoy the most. As artists, creation, performing, sharing, meeting new people, being inspired, and That's a lot. I know, it's very hard to shorten it, and having the chance and the possibility to be heard and to exchange. Creation is like a seed that you plant inside your body, and it grows, it grows, it grows, and at one point you have like all the leaves and the branches are like almost suffocating, and it has to go out like, and that moment of taking that and pulling it, putting it like in a recording is a very, very special moment. So it's like delivering a baby. So it's very emotional. It can be painful, but at the same time it's la douleur exquise, the exquisite pain. I give my all to you. Tell me, do you love me? I give my all and all. Yeah, yeah, yeah. I give my all to you. Tell me you love me. I give my all and all. My all, my Thank you. Horror movies are to Halloween programming what candy is to Halloween bags. This year's best bet for the spirit of the witching season may be the new omnibus animation film, Fear of the Dark. 6 first-rate international artists do their best to scare us in full-fledged black and white. The settings range from Europe to Japan, the style from flat 2D to sharp 3D. American contributor Charles Burns talks to Canapé about his segment and more. Fear of the Dark was originally, and I won't pronounce it properly, but it was originally a movie Père de Noir, a French production that involves a number of artists who did animated pieces that fit together into a feature-length movie. Allons, ça ne va pas, Suma-ko-chan. Tu ne dois pas te réveiller comme ça en plein milieu. Il faut que tu ailles jusqu'au bout de ton rêve. One of my motivations to work on this project was I knew all the artists involved, and they're people that I had known either personally or knew their work, and it was, I really wanted to, I liked the idea of being involved with working with artists that I admired. And really, the only real guidelines were it was going to be a black and white movie. It was going to be maybe 15 or 20 minutes for my segment, and it had to do with something about fears of the dark or horror, some kind of horror sensibility. Waouh, c'est sympa chez toi. Voyons voir. Quand elle m'a demandé de l'emmener chez moi, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? je me suis entendu répondre oui. Oh, l'adorable petit lit. Mais c'est un petit lit de cow-boy. Tu veux jouer aux cow-boys et aux indiens? Je sais que c'est ridicule, mais j'avais pas les moyens de m'offrir du neuf. Mais j'ai jamais dit que c'était ridicule, je te taquine. T'es tellement sérieux.
Viens par ici. Montre-moi si t'es aussi sérieux que t'en as l'air. On fait son timide, c'est ça? On a sans doute besoin d'un petit encouragement. About the character, I don't know. He's kind of an innocent who finds himself very, very attracted to the opposite sex, but has no real clue as how to meet them and how to understand them. And he unfortunately meets the wrong girl under the wrong circumstances. There's a lot of themes that run through my work and keep coming back again and again. There was a certain point, I remember years ago, I was telling my wife about this new story that I was thinking about, and she had to explain to me, wait, you've already done 2 stories already where someone's head is cut off and transplanted onto another body. So you can't do a 3rd story that involves these themes. So maybe I just have one story that I'm trying to tell again and again, but a lot of my stories, especially horror stories, deal with kind of physical manifestations of kind of internal horror or internal problems. Laura? Laura! Réveille-toi! Laura! Tu es blessée! Mais... Tu as une coupure au bras! Bonjour. J'ai pas droit à mon petit bisou du matin? Bouge pas, je reviens, je vais te faire un pansement. T'inquiète pas, tout va bien se passer. La blessure avait l'air profonde et horrible. Je ne comprenais pas comment elle restait si calme. What I very quickly found while I was working on the movie was the storytelling that I know how to do in comics is just not the same as telling a story in film. And so almost immediately when we moved into the stage of actually, putting things, timing things out and doing the animatic, which is like taking the kind of the imagery from the storyboard and doing a very crude animation to time everything, I quickly found that I really needed to learn how to tell a story that way, tell it very differently. So that kind of challenge was interesting to me to do that. There was just a whole new set of tools that I didn't know how to use, and what I think works really nice in the movie is how all the pieces are integrated, and the fact that you've got very different visual kind of storytelling that's going on, but somehow it feels cohesive when you're putting all these very different elements together. Il faut dormir, Sumako-chan. Dormir. Dormir. The producers really pushed to have each artist involved in every facet of the project, and I think it shows in the end. I think you really have a unique voice of each one of the artists, and yet it does seem to hold together as a feature-length movie as well. Pneumonia is no friend to an old man, goes the saying. It is all the more shocking when it fells a young man. Gifted 37-year-old actor Guillaume Depardieu, who in recent years achieved fame and respect apart from his superstar father, Gérard Depardieu, died unexpectedly in a Paris hospital of a sudden bout of the killer disease. Canapé offers an homage to the actor from interviews in 2000 and 2008. Vous êtes très beau aujourd'hui, mon frère. C'est l'amour. Je vous aime. Oui, mais si j'étais né difforme. Non, arrête. Arrête. Non, arrête. Arrête. Oui, allô? Allô? C'était quoi? Je ne sais pas. Personne. Un souffle. Ça arrive. Ça t'inquiète? Ça s'est passé plusieurs fois ces dernières semaines. Tu m'avais pas dit? Sans doute. Un de tes 1001 prétendants?
Un lâche. J'aime pas ça. Je me dis, si je fais un film, ça sera Paul Haïk, ça sera Pierre ou les ambiguïtés. Mais par contre, je me disais, je ne trouverai jamais Pierre et je ne trouverai jamais Isabelle, la sœur. Et le film est devenu possible d'abord quand j'ai croisé le visage de l'actrice Katerina Golueva sur un écran, 20 secondes d'un profil sur un écran, muet. Et après, il me restait à trouver Pierre et pareil, je me suis dit, je ne vais jamais. Jusqu'au moment où j'ai rencontré Guillaume qui m'a semblé être né pour jouer ça. Il avait la beauté, c'est une sorte de jeune Hamlet, il a la part féminine, puisque Pierre ou Isabelle, finalement, c'est la même chose. Et puis les histoires de famille, il connaît. Il a dû se dire que je pouvais faire ça. En tout cas, que j'avais le vécu nécessaire à pouvoir interpréter ce personnage. En plus, je pouvais me permettre de lui apporter du matériel humain de par mon expérience. 我愿抛弃彩霞，跟他去风游，眼看着那粉红的笑脸和那美丽金边的衣裳，我愿做只小羊。 跟在他身旁，愿跟那个细细的皮鞭不断轻轻打在我身上。J'ai mis beaucoup de moi-même dans l'interprétation de ce personnage, donc que ce soit dans le niveau poli et civilisé, mais pas dupe, pas forcément naïf, et en même temps dans une espèce de perdition, d'autodestruction, et de noyade, une forme de noyade. Guillaume, vous avez tourné dans un film que je considère comme un chef-d'œuvre, un film très important du cinéma français, c'est Paul Haïk d'Elios Carax, où vous étiez magnifique. Si je l'avais monté, ça serait pas la même. Et est-ce que, moi je trouve qu'il y a des réminiscences, ou peut-être est-ce que vous pouvez comparer un petit peu ce que Carax et Bonello, ou alors, parce que non, en même temps ils font tous les deux du cinéma de poésie. Il y a deux cinémas d'auteur, il y a celui de Carax et celui de Bonello, voilà. C'est une bonne manière de les assembler, de les réunir aussi. Non, justement, les dissocier. D'abord, je ne compare jamais, je différencie, monsieur, d'une part. Tu fais la différence. Déjà, t'es né chez moi, tu fais la différence. Et déjà, tu ne prends pas de micro. Tu as une bonne voix. On n'entend pas. Bah, pourquoi tu réponds là? Parce qu'on n'entend pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'héritage de 68, par rapport à ce dont le film parle? Il y a évidemment, le film il s'inscrit aussi dans une tradition d'un cinéma où voilà, qui parle du désir de disparition, du désir de fuite, du désir de changer d'identité. Moi je pense tout le temps à Profession Reporter, qui est sûrement un film matriciel pour toute une partie du cinéma moderne et pour plein de cinéastes. Donc là, il change pas d'identité, mais il décide de partir dans une secte. Il y a quand même on sent très bien le poids du monde dans lequel on vit, de la société policière, enfin angoissante. Oui, surtout. Et en même temps, voilà, le film enregistre aussi l'échec de cette tentative, ou le semi-échec en tout cas. Alors, quelle est la solution? Est-ce que c'est vraiment la fin des utopies? Est-ce qu'il n'y a plus d'espoir? Ou est-ce que le dernier plan est une tentative? Moi, le dernier plan, je le vois quand même... Parce que finalement, c'est quoi le problème? On a une première partie de film qui propose quelque chose, que Mathieu regarde un petit peu de loin, et puis une deuxième partie dans laquelle il est complètement... Je ne vais quand même pas passer ma vie dans ce cercueil. Non mais c'est une réplique importante, ouais. Je vais pas passer ma vie dans ce cercueil. Ce jour-là, Bertrand, excusez-moi, pour une fois je prends la parole. Non, je prends. Oh, je prends. Ce jour-là, Mathieu a abandonné son texte. N'est-ce pas? Mathieu.
Oui, les deux. Vous, Bertrand et Mathieu, ont abandonné le texte. On a décidé, sur proposition de ma part, t'as dit, on arrête tout, on fait... Madame, levez-vous s'il vous plaît. José Day, la directrice de la photographie du film. Donc on était tous assujettis à la caméra quand même. Non? Donc il fallait qu'on comprenne la proposition, comme il vient de le dire, la proposition. Et c'était intéressant parce qu'on a coupé tout le texte. Il a dit, je vais quand même pas passer ma vie dans un cercueil. Je vais quand même pas passer ma vie dans un cercueil. Capiche? Non? Et ben voilà. Allez, je m'arrête. As the Germans occupied France in 1940, the Russian Jewish novelist Irene Nemirovsky, who was already a literary celebrity in her adopted country, France, began to write about the life around her. She completed 2 of 6 projected novellas before being deported to Auschwitz, where she died. In 2004, the works were published for the first time in France and became a bestseller titled Suite Française. Success followed in the United States and elsewhere. Now, the Museum of Jewish Heritage in New York City offers an exhibit, Women of Letters, Irene Nemirovsky and Suite Française, about this remarkable literary story. Canapé celebrates the event by revisiting an interview with the author's daughter, Denise Epstein. Chacun des volumes porte le nom qui veut bien expliquer la situation, c'est-à-dire que maman a commencé ce roman au moment de l'Exode, et que donc le premier volume est, on pourrait dire, presque un reportage photographique de ce qu'elle avait, de ce que nous avions malheureusement sous les yeux, même si nous ne faisions pas partie de cette cohorte de voitures, charrettes, bicyclettes, enfin, tous les moyens. Nous étions, nous, déjà réfugiés dans le village dont il est question dans le roman. Et le deuxième volume, là, disons, la vie s'installe sous l'occupation allemande, dans un village. Et donc, là aussi, ma mère décrit les réactions des gens, les réactions aussi de l'armée allemande, qu'il ne faut pas confondre avec ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire avec les nazis. Elle a voulu à la fois dire la vérité et à la fois y mettre beaucoup d'ironie et probablement aussi, même sûrement, y régler quelques comptes. Voilà. Donc tous ces gens sont des gens réels où on peut vraiment mettre le nom sur les personnages, mais dans l'ensemble, je crois qu'en situation de crise, nous sommes tous capables de lâcheté, nous sommes, j'espère, capables aussi de courage. Donc c'est l'image de la vie finalement. Simplement, c'est concentré à un moment donné, dans un lieu donné. Et tout est vrai sans l'être vraiment. Les personnages sont vrais, le milieu social est vrai. Ce qui est de l'imagination de l'écrivain, à la limite, ce sont les détails. Mon père, il m'a confié le cahier de maman. Pour moi, c'était à la maison, c'était le cahier. Et il m'a dit, dans cette valise, il faut que tu la gardes toujours avec toi. Il y a le cahier de maman et ses lunettes et quelques papiers. Voilà, c'est tout bête. Et donc, j'avais ma sœur et la valise. Et voilà. Je veux dire, j'ai pas cherché à savoir, bien entendu, ce qu'il y avait dedans. Dans mon esprit, ce travail de transcription, c'était aussi faire connaissance avec ma mère au bout de tant d'années, d'une manière plus approfondie. C'était le protéger, puisque c'était le dernier objet qu'elle avait touché, que je pouvais caresser, à la limite humer vraiment. C'était la seule chose, en gros, qui nous restait. C'était plutôt ça. Et donc,
le laisser pour mes enfants. L'idée de le publier ne m'était pas du tout venue. Moi, je dis, c'est un manuscrit qui s'est auto-publié tout seul. Il était dans mes tiroirs et pof, il est sorti de mes tiroirs à l'occasion d'une conversation. Tout ce qu'il y a de plus banal avec une amie, avec Myriam Anisimov, qui donc a fait la préface par la suite, et à qui j'ai dit, mais vraiment, je crois avoir fait publier tout ce qui restait de ma mère, et maintenant il me reste malheureusement plus qu'un manuscrit, mais impubliable, puisqu'inachevé. Ça a réveillé des consciences, et ça c'est pas mal, parce que j'aime bien que ce livre serve à autre chose qu'à célébrer ma mère. J'aime aussi qu'en même temps on célèbre toutes les victimes voilà, qui l'accompagnent, juives ou non juives d'ailleurs. Donc tout ça fait un ensemble qui est beau. Des gens ont des vécus qui sortent avec ce livre. J'ai vraiment eu des aventures extraordinaires avec des lecteurs où le fait de raconter cette histoire, que ce livre soit resté si longtemps non lu, j'allais dire, a déclenché chez certaines personnes, et ça m'a bouleversée, eux aussi, des souvenirs, des papiers, des lettres, des documents qu'ils n'avaient jamais lus de leur vie parce que c'était trop douloureux. Et quand ils ont vu qu'on pouvait transformer quelque chose de douloureux en quelque chose de si beau, eh bien ils l'ont fait. Ils ont ouvert leurs lettres et leurs cahiers. Et ça, pour moi, il me faisait un très beau cadeau.